Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la dualité onde-corpuscule de la lumière. Dans cette vidéo, on va commencer par étudier le modèle ondulatoire de la lumière, puis dans un second temps, on s'intéressera à son modèle particulier qui décrit la lumière sous forme de photons, et enfin, on terminera en regardant en détail comment la lumière est émise ou absorbée par les atomes. N'oublie pas de t'abonner si tu es au lycée et que tu souhaites avoir accès à du contenu régulier pour avoir d'excellentes notes en physique et en chimie. Pour bien comprendre de quoi on parle, je te propose de voyager dans le passé et d'aller jusqu'au XVIIe siècle. Les savants de cette époque sont face à un dilemme. La lumière, est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est un corpuscule? Alors pour info, un corpuscule c'est tout simplement une autre façon de dire une particule. Un petit corps si tu préfères. Et il semble bien que c'est Huygens qui apporte la première vraie théorie qui semble pencher du côté ondulatoire de la lumière. Pour lui, c'est de cette façon qu'on explique le mieux les phénomènes optiques qu'il observe. Manque de chance pour lui, il est contemporain au grand Newton, qui lui est partisan de la théorie corpusculaire de la lumière. Et il arrive également à expliquer les phénomènes optiques observés en adoptant une approche corpusculaire de la lumière. Bon, et tu t'en doutes peut-être, mais comme Newton, c'est une méga star de la physique à cette époque, et d'ailleurs pratiquement 4 siècles après, ça l'est encore, c'est sa théorie qui s'impose et qui n'est pas remise en cause pendant pratiquement 100 ans. Jusqu'à ce que Thomas Young et Augustin Fresnel débarquent et remettent sur le tapis la nature ondulatoire de la lumière. Pour faire ça, ils arrivent à observer la diffraction de la lumière. Or, les seules choses qui se diffractent, ce sont les ondes. Donc pour eux, la lumière, c'est une onde. Ah, et ne sois pas trop impatient, la diffraction, tu verras ça en terminale. Retiens juste pour la bonne compréhension de ce chapitre que c'est un phénomène qu'on observe uniquement avec des ondes. Et sinon, si vraiment tu es très impatient, tu as cette vidéo. On avance encore un peu et on arrive à Maxwell, qui enfonce un peu plus le clou. Il arrive carrément à expliquer la propagation de la lumière en tant qu'onde électromagnétique, avec ses 4 très célèbres équations, que tu ne verras de toute manière pas au lycée. Mais si tu fais encore un peu de physique après le lycée, bah y a de grandes chances que t'en entendes parler. L'affaire elle semble donc bien partie pour être pliée jusqu'au début des années 1900 et un certain Albert, qui parvient à expliquer l'effet photoélectrique en adoptant une approche corpusculaire de la lumière. D'ailleurs tu verras ça en terminale également. Ah et d'ailleurs au passage, c'est pour cette découverte qu'il a eu son prix Nobel. À ce stade on a maintenant la réponse. La lumière ce n'est ni une onde, ni un corpuscule. C'est tout simplement les deux à la fois. Ou plutôt disons qu'elle se comporte un peu comme une onde et un peu comme un corpuscule, selon ce qu'on étudie. C'est pour ça qu'on parle de dualité onde-corpuscule, même si le mot il est pas tout à fait bien choisi. Et même si la pilule elle peut te sembler difficile à avaler, on peut faire l'analogie avec un cylindre que l'on éclaire et dont on observe l'ombre. Selon l'angle d'observation, on va observer soit un disque, soit un rectangle. Mais note bien que l'objet à la base, c'est toujours le même, c'est un cylindre. Et ce n'est ni un disque, ni un rectangle. Et bien, en quelque sorte, ce que nous apprend cette série d'expériences à travers les siècles, c'est que ondes et corpuscules sont des manières de voir les choses, mais ce ne sont pas les choses en elles-mêmes. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et cette nouvelle manière d'appréhender le monde va être une des bases de la mécanique quantique. C'est donc quelque chose de très solide désormais. On peut donc attaquer avec le premier modèle, le modèle ondulatoire de la lumière. Dans ce modèle, la lumière ne sera qu'une onde électromagnétique parmi les autres. Une onde électromagnétique étant un phénomène vibratoire qui va se propager dans le vide et qui sera constitué d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui vont osciller tous les deux orthogonaux entre eux, ainsi qu'à leur direction de propagation. Toutes les ondes électromagnétiques vont se propager à la même vitesse dans le vide, qu'on appelle C. Et cette constante, tu vas la retrouver très souvent en physique, elle a pour valeur environ 300 000 km par seconde, ou encore 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Pour caractériser les ondes électromagnétiques, et donc les différencier entre elles, on va utiliser plusieurs grandeurs. Premièrement, on aura ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ça correspond à la période spatiale exprimée en mètres. Dit autrement, c'est la distance qu'il faut pour que le motif se reproduise identique à lui-même. Mais on a également sa période T. Ça, c'est la période temporelle. Ça, c'est la durée qu'il faut pour que le motif se reproduise identique à lui-même. Alors oui, fais bien attention sur mes deux graphiques, ce ne sont pas les mêmes. Le graphique du haut est gradué en unité de distance, et le graphique du bas en unité de temps. Ou plutôt, disons que au lieu d'utiliser la période temporelle, on utilisera le plus souvent la fréquence. Et la fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période temporelle. Et la fréquence, on la note en Hertz. On peut donc résumer, pour caractériser une onde électromagnétique, on peut le faire avec sa longueur d'onde, qui correspond à sa période spatiale, qu'on exprime en mètres. On peut également le faire avec sa fréquence f, ou encore noter avec la lettre nu. La fréquence se calcule à partir de l'inverse de la période spatiale, et elle est exprimée en Hertz. Et les ondes électromagnétiques ont pour caractéristique d'avoir toute la même célérité dans le vide, à savoir c. Et toutes ces grandeurs sont reliées entre elles, puisque la longueur d'onde, c'est égal à la célérité divisée par la fréquence. Et si jamais tu te poses la question, et que c'est pas encore le cas, cette formule, oui, tu dois la connaître par cœur. On en arrive au spectre électromagnétique, puisque nos yeux, finalement, ne nous permettent de voir qu'une portion des ondes électromagnétiques. Et d'ailleurs, ils ne nous permettent de voir qu'une portion vraiment faible des ondes électromagnétiques. Et sur ce graphique, on classe par fréquence croissante. On a tout d'abord les ondes radio, puis les micro-ondes, puis les infrarouges,
les ondes visibles, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et nos yeux nous permettent de voir les ondes électromagnétiques qui ont des longueurs d'onde comprises entre environ 400 et 800 nanomètres seulement. Tout le reste, nos yeux ne le voient pas. Alors bien sûr, depuis on a appris à créer des outils pour voir le reste. Maintenant qu'on a vu le modèle ondulatoire, il est temps de passer à la partie 2 et au modèle particulier de la lumière. Dans ce modèle, on va modéliser les interactions entre la lumière et la matière en associant une particule à la lumière, le photon. Chaque rayonnement lumineux aura alors un certain nombre de photons qui posséderont chacun une certaine énergie. Et pour calculer cette énergie, on va utiliser cette formule. Dans cette formule, tu vois que ça fait appel à deux choses. La constante de Planck, ça c'est une constante de la nature et on te la rappellera très souvent dans les données. Enfin en tout cas, j'ai pas d'exemple en tête où tu dois la connaître par cœur. Et ça fait appel à la fréquence de ton photon exprimée en Hertz. Sachant qu'au final, tu auras une énergie exprimée en joules. Et pour rappel, le photon, ça n'a pas de masse, ça n'a pas de charge électrique, et ça se déplace dans le vide à la vitesse de la lumière, c. Prenons par exemple un photon qui a une longueur d'onde de 800 nanomètres. On nous demande de calculer son énergie. Dans les données, on nous rappelle la constante de Planck. On part donc de sa longueur d'onde, et nous, ce qui va nous manquer, c'est sa fréquence. On va donc devoir déduire sa fréquence à partir de sa longueur d'onde. Pour ça, on utilise la formule qu'on vient de voir dans le cours, qui relie la longueur d'onde à la fréquence. On la transforme pour pouvoir calculer la fréquence à partir de la longueur d'onde. On fait le calcul en pensant bien à convertir les 800 nanomètres en mètres, puisque dans la formule, la longueur d'onde doit être exprimée en mètres. Et on trouve une fréquence de 3,75 fois 10 puissance 14 Hz. On a donc maintenant tout ce qu'il nous faut pour faire l'application numérique à partir de la formule de ton cours. La constante de Planck, on l'a dans les données. La fréquence, on vient de la calculer. On peut donc faire le calcul. Et on trouve une énergie pour notre photon de 2,49 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors crois pas que tu vas t'en sortir à si bon compte, puisque en général on va te demander une dernière étape, convertir en électronvolts. Puisque oui, les énergies en jeu seront si faibles qu'en général on va utiliser une autre unité d'énergie, l'électronvolt. Elle sera plus adaptée. C'est une unité d'énergie qui est plus petite et donc plus adaptée à ce qu'on est en train de faire. Mais du coup, tu auras souvent une conversion d'unité à faire à un moment donné. Pour ça, il faudra connaître le facteur de conversion entre joule et électronvolt, sachant qu'un électronvolt c'est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. C'est bien si tu connais cette valeur, mais bon, en général, on va te la rappeler quelque part. Et du coup, tu vois que si tu veux passer de joule à électronvolt, tu dois diviser par cette valeur, alors que si tu veux passer de électronvolt à joule, tu dois multiplier par cette valeur, tout simplement. Ici, puisqu'on souhaite convertir des joules en électronvolts, on doit donc diviser par cette valeur. Et on obtient au final, après calcul, 1,56 électronvolts. C'est ça la réponse, ça c'est l'énergie de notre photon. Alors je te donne une petite astuce pour vérifier que tu ne t'es pas trompé lorsque tu fais ce genre de calcul, c'est qu'en général les photons qui sont situés dans le visible, donc entre 400 et 800 nanomètres, ont une énergie de l'ordre de quelques électronvolts. Et tous les photons qui sont situés à gauche, donc les ondes radio, les micro-ondes et les infrarouges, auront des énergies plus faibles, donc inférieures à l'électronvolt. Alors que tous les photons qui sont situés à droite, donc les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, auront des énergies supérieures à l'électronvolt. Alors bien sûr, cette méthode, elle ne te garantit pas à coup sûr que tu n'as pas fait d'erreur, mais elle t'évitera d'avoir fait des erreurs grossières. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Mais avant ça, si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas le pouce bleu et pense à t'abonner pour avoir accès à l'ensemble de mes vidéos de physique et de chimie pour le collège et pour le lycée. Tu as vu en classe de seconde que les électrons ne se répartissent pas n'importe comment dans un atome. Ils se répartissent en couches et en sous-couches électroniques. Et si tu veux faire une piqûre de rappel, ça se passe ici. On va ainsi avoir dans l'ordre en partant du noyau, les couches et les sous-couches 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. Je m'arrête ici. Ce qu'on n'avait pas vu jusque-là, c'est que chaque sous-couche possède une énergie qui lui est associée. Et sachant que la sous-couche la plus proche du noyau possède toujours l'énergie minimale. Et que plus on s'éloigne, plus l'énergie augmente. Ainsi, les électrons peuvent passer d'une sous-couche à l'autre, pourvu qu'ils gagnent, ou qu'ils perdent la quantité d'énergie qui correspond à la différence entre les sous-couches concernées. Ton électron qui est situé dans la sous-couche 1s pourrait éventuellement passer dans la sous-couche 2s, mais il faudrait lui faire gagner de l'énergie. S'il était situé par exemple dans la sous-couche 3s, il pourrait descendre, mais il faudrait lui faire perdre de l'énergie. Et ça, on va le représenter de manière un peu plus propre que ce que j'ai pu faire avec mon schéma à droite. On va le représenter avec ce qu'on appelle des diagrammes de niveau d'énergie. Et ces diagrammes vont être très codifiés. On va avoir pour commencer un axe vertical qui va représenter l'énergie. Ensuite, on va avoir des traits horizontaux qui vont représenter les niveaux d'énergie associés aux sous-couches. Sachant que le niveau le plus bas, ça sera l'état fondamental, l'état de plus basse énergie, et que tous les états au-dessus, ce seront des états excités. Il aura alors fallu apporter de l'énergie pour être dans ces états. Et il y a encore un dernier état particulier, l'état qui est tout en haut. Il correspond à une énergie nulle. Dans ce cas-là, l'électron, il n'est tout simplement plus lié à l'atome. Et un électron non lié à un atome, qu'est-ce qui lui arrive? Il part. Dans ce cas-là, on se retrouve avec un atome qui a perdu un électron. Et ça, c'est un ion. On a donc un électron libre et un ion.
C'est pour ça qu'on appelle cet état l'état ionisé. C'est un état limite. Et si cet état ionisé correspond à une énergie de 0 électronvolt et que tous les autres niveaux ont des énergies plus faibles, alors ça veut dire que tous les autres niveaux ont des énergies négatives. C'est pour ça que par convention, tu verras que E1, E2, E3, etc. auront toujours des énergies négatives. Maintenant, voyons voir ce qui se passe si jamais on a un photon qui arrive sur notre atome. On l'a vu précédemment dans le modèle particulaire, on peut calculer une énergie associée à notre photon en fonction de sa fréquence. Si le photon qui arrive possède une énergie exactement égale à la différence entre deux niveaux d'énergie, et qu'il y avait bien sûr un électron sur cette sous-couche concernée, alors on peut avoir un électron qui passe sur une sous-couche de niveau supérieur. On dit qu'on est en train d'exciter l'atome. Et dans ce cas-là, le photon est absorbé par l'atome. Mais attention, il se peut très bien que le photon absorbé, il ait une énergie permettant de passer directement plusieurs niveaux d'un coup. Par exemple, ici on passe directement du niveau E1 au niveau E4. On n'est pas obligé de passer par tous les niveaux intermédiaires. Et on n'est pas obligé non plus de commencer par le niveau E1. Si l'électron était déjà dans le niveau E2, et que le photon a une énergie suffisante pour passer dans le niveau E4, bah il le fera. L'atome va absorber le photon, et l'électron passera dans le niveau E4. Mais on peut également faire le chemin inverse. Si on a un atome excité, c'est-à-dire avec des électrons qui ne sont pas dans les niveaux fondamentaux, alors ils pourront descendre dans les niveaux les plus faibles. Et ça se fera avec une émission de photons, et ce photon aura une énergie qui correspondra à la différence d'énergie des deux niveaux concernés. Et de la même manière que tout à l'heure, on peut très bien sauter plusieurs niveaux d'un coup. Pour résumer, si on est en train de monter dans les niveaux d'énergie, c'est qu'on est en train d'absorber un photon, on est en train d'exciter notre atome, on est en train de lui faire gagner de l'énergie, alors que si on est en train de descendre dans les niveaux d'énergie, on est en train de libérer de l'énergie, notre atome est en train de perdre de l'énergie, et pour ça, il émet un photon. Attention à ne pas faire une erreur vraiment bête que tu pourrais réaliser par étourderie, un photon, ça a toujours une énergie positive. Si jamais tu calcules une différence d'énergie négative, ça veut tout simplement dire que tu as émis un photon. Et ce photon, bah il a une énergie positive. La formule qui est affichée ici, on la prend parfois avec des valeurs absolues. Ça dépend de la manière dont on la prend. Mais si tu comprends la logique, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais si tu te rappelles bien qu'un photon, ça a toujours une énergie positive. Bien, bah avant de se quitter, je propose qu'on fasse un petit exemple en prenant un atome d'hydrogène qui se désexcite en passant du niveau n égale 3 au niveau fondamental. Quelle est l'énergie du photon émis ? Pour ça, on te donne à gauche le diagramme du niveau d'énergie correspondant à l'atome d'hydrogène. Comme nous ici, on nous demande de désexciter notre atome, en passant du niveau n égale 3 au niveau fondamental, on trace une flèche qui va du niveau n égale 3 au niveau n égale 1. Pour le calcul de la différence d'énergie, on écrit l'énergie finale, E1, moins l'énergie initiale, E3. E1 c'est égal à moins 13,6, E3 c'est égal à moins 1,51. On fait l'application numérique et on trouve moins 12,1 électronvolts. Ce que ça veut dire, c'est que notre atome a perdu 12,1 électronvolts en faisant ça. Et pour réaliser cette perte d'énergie, il a émis un photon qui avait une énergie de 12,1 électronvolts. Notre atome a perdu de l'énergie en émettant un photon d'énergie positive. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos de physique et de chimie pour le collège et pour le lycée.